24 ans. C'est le temps qu'il aura fallu patienter pour que l'on puisse entrevoir l'arrivée sur la terre sacrée des géants, l'île d'Erbaf. À cette époque, nous étions encore en train de spéculer à propos de cette île alors mentionnée par Dori et Broggy au chapitre 117. Et à présent que l'arc d'Egghead est terminé, nous approchons du dénouement de cette longue attente qui a duré plus de 2 décennies. Road Poneglyph, Scopper Gaban, Loki. Il est grand temps que le sensei Oda, dit la masterclass du foreshadowing, nous apporte l'histoire que lui-même a rêvé de dessiner depuis qu'il est tout petit. Alors accrochez-vous, parce que aujourd'hui les amis, nous embarquons pour 3 théories qui définiront le fil conducteur du plus attendu des arcs de One Piece. Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour aborder 3 nouvelles théories sur l'arc d'Erbaf. Dans cette vidéo, je serai amené à vous donner mon point de vue sur comment pourrait se dérouler cet arc qu'on attend maintenant depuis de nombreuses années. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Ceci étant à présent dit, nous allons pouvoir passer dans le vif du sujet. Mais avant, je voulais dresser une petite parenthèse parce que dans cette vidéo, les amis, je serai amené à spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour au niveau des scans, ça pourrait poser quelques soucis. Néanmoins, pas d'inquiétude parce que dans la timeline de la vidéo, je notifierai les moments où je spoilerai. Et ben écoutez, la parenthèse étant présent achevée, nous allons pouvoir démarrer cette vidéo en bonne et due forme avec la première théorie. À tout de suite. On ne va pas se mentir les amis, les derniers chapitres de One Piece étaient vraiment extraordinaires pour conclure l'arc d'Egghead. En particulier les chapitres 1121 et 1124 qui nous ont apporté un bon lot d'informations et d'interrogations. En effet, au cours de ces 2 chapitres, Oda nous a révélé la présence de 2 personnages à la silhouette noircie pour faire office de mystère. Nul doute qu'il s'agisse de personnages importants et qui seront mis en avant au cours de la suite de l'aventure. Maintenant, la bonne question est de savoir qui se cache derrière ces 2 silhouettes. Beaucoup de personnes pensent que pour ce personnage, il pourrait s'agir de Scopper Gaban, dont l'identité nous a été cachée jusqu'à présent. En ce qui me concerne, je suis assez sceptique quant au fait que derrière cette silhouette se cacherait le fameux personnage. En effet, lorsque l'on observe le dialecte de ce dernier qu'il emploie dans la dernière page du chapitre 1124, à savoir « Amenez-vous », ce n'est pas ce que l'on peut appeler être un discours des plus amicales. J'irais même jusqu'à dire que c'est un discours de quelqu'un qui prend une personne de haut, qui le sous-estime. Or, gardez à l'esprit que Scopper Gaban est normalement au courant de l'identité de Luffy, mais aussi et surtout de la relation qu'il entretient avec le capitaine en second de l'équipage de Roger, Silvers Rayleigh. En effet, c'est au chapitre 594 que Luffy, suite à la guerre au sommet, décida de retourner à Marineford accompagné de Jinbei et Rayleigh pour faire retentir à 16 reprises la cloche de Loxbel. À cet instant, la presse mondiale ne manqua pas de couvrir cet événement pour le moins surprenant. On peut ainsi prendre en considération que Scopper Gaban aurait à ce moment-là pris connaissance de la relation qu'il y avait entre Luffy et Rayleigh au travers des journaux. Moi,
je serais plus d'avis de dire que le fameux personnage qui se cacherait à la fin du chapitre 1124 serait un potentiel ennemi qu'on n'a encore jamais vu. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que Scooper Gaban ne sera pas présent sur Erbaf. Personnellement, je serais d'avis de dire que les mystérieux personnages présents dans les chapitres 1121 et 1124 sont une seule et même personne. De plus, si on regarde un peu plus près l'image du chapitre 1121, on pourrait avoir une idée de l'identité de ce dernier. En effet, lorsque l'on regarde bien l'image, nous avons d'un côté les commandants en second de chaque camp, puis de l'autre leurs capitaines commandants respectifs. Exemple type avec Monkey D. Dragon qui se trouve d'un côté de l'image et qui est le commandant en chef de l'armée révolutionnaire. De l'autre côté, nous retrouvons Sabo qui est le commandant en second et qui se trouve sur le côté gauche. Même chose avec Akainu d'un côté qui est l'amiral en chef de la marine et Kobe de l'autre qui représenterait le second du Sword après Garp. Le Sword qui est rattaché à la marine même si c'est non officiel. Enfin, on termine avec Munerona, qui est la dirigeante de Marie-Joise, mais qui ne possède pas de second présent sur la page. Hiérarchiquement parlant, les personnes qui viennent juste après Mu sont le Gorosei. Or, à aucun moment, ces derniers ne sont présents sur la page. Seul Saint Figarland Garling est présent. À présent les amis, je me dois d'intervenir directement parce que effectivement, je suis d'accord avec vous, ma théorie se base sur beaucoup de spéculations et de théories liées aux différentes cases liées au chapitre 1121 et 1124, mais la grosse interrogation dans cette théorie, c'est ce qui est rattaché au personnage de Munerona. Comme je vous l'ai dit précédemment, ma théorie se base sur le fait que d'un côté, on est les commandants de chaque camp et de l'autre côté, les commandants en second, les capitaines en second de chaque camp également. Or, on n'a aucun membre du Gorosei qui est présent sur la page et ça, c'est une vraie problématique. Or, les amis, imaginez, alors là, je ne me base sur absolument aucun argument possible qui est trouvable dans les différents chapitres, c'est imaginer un instant qu'il y ait un nouveau membre du Gorosei, en l'occurrence Saint Garling Figerland, qui soit nommé parce que dernièrement, on a les opérations de la marine qui ont été dirigées et menées par Saint Saturne et ça a été un échec cuisant. De A à Z en passant par M, ça a été un échec cuisant. Et que Munerona décide de révoquer le statut de Saint Saturne et de faire monter en grade Saint Garling Figerland. Et bah là, on obtiendrait une cohérence parfaite dans ma théorie entre, d'un côté, les leaders de chaque camp, les commandants de chaque camp, et de l'autre, les commandants, les chefs en second de chaque camp également. Là, tout serait aligné. Néanmoins, il y a absolument aucune image, aucun fait qui pourrait laisser supposer que cette théorie, ce que je viens de vous dire, s'avère être exacte. Bref, je voulais quand même vous faire part du fond même de ma pensée. Si on part du principe qu'Aokiji est un des capitaines en second de Barbe Noire, on peut interpréter ce mystérieux personnage comme étant le commandant des Chevaliers Divins actuels, car Saint Garling Figerland est le commandant en chef des Chevaliers Divins. Ce dernier occupe un poste semblable à Kong qui est resté à Marie-Joise afin d'assurer la protection et la stabilité au sein du royaume céleste. Pour rappel, Kong est l'amiral en chef des forces de la marine.
Dans cette idée, on pourrait imaginer que le fameux personnage qui est présent dans la page du chapitre 1121 pourrait être le plus puissant des chevaliers divins qui recevraient les ordres de Saint Garling Figerland en coulisses de Marie-Joise. De plus, au cours du chapitre 1083, nous apprenons de la bouche de Dragon que les chevaliers divins vont pas tarder à passer à l'action. Au regard de ce qui s'est passé sur Egghead, il serait tout à fait possible que les chevaliers divins fassent leur apparition au sein même du prochain arc. Arc qui, je vous le rappelle, serait un arc centralisé sur les géants et par définition, lorsqu'on évoque le peuple des géants au sein même de l'œuvre de One Piece, Eiichiro Oda fait constamment écho à plein d'éléments rattachés à la mythologie nordique. En l'occurrence ici, c'est la mythologie liée aux Vikings. Et je vous le demande les amis, qu'est-ce qui fait écho à chaque fois lorsque l'on parle des guerriers vikings, des guerriers nordiques? C'est la force de ces combattants, mais également la loi du plus fort. Ainsi, on pourrait voir au cours de l'arc d'Erbaf un arc centralisé sur l'équipage de Luffy qui affronterait les chevaliers divins qui se seraient introduits sur le continent pour X ou Y raison, le tout en ajoutant la présence de Scopper Gaban qui jouerait un rôle important. Effectivement, il y a énormément de références entre le personnage et la mythologie nordique. Juste pour exemple, la présence de ses haches lorsqu'il combat. Évidemment, ceci relève d'une spéculation de ma part, mais je serais pas du tout surpris de voir tous ces protagonistes converger au sein même de l'arc d'Erbaf. Bien! À présent que la première théorie de notre vidéo est à présent achevée, nous allons pouvoir nous orienter vers la seconde théorie qui est centralisée sur ce qui pourrait se passer au cours de l'arc d'Erbaf. C'est au chapitre 1076 que nous retrouvons un certain personnage qui se trouve sur Erbaf et qui se trouve dans un certain bar. Son nom, Shanks le Roux, l'empereur qui valait 4 milliards et 48 millions et 900 000 berries, qui s'apprêta à quitter l'île pour poursuivre son périple avec son équipage. Et si l'hypothèse d'une potentielle rencontre entre Luffy et Shanks est écartée de par le fait que, dans ce chapitre, on apprend de sa bouche qu'il était sur le point de lever l'ancre, il n'est pas impossible que l'équipage de Luffy puisse rencontrer un de ses anciens camarades au moment où il était moussaillon sur le navire de Roger, à savoir Scopper Gaban. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a une intervention de Shanks dans le manga, elle est systématiquement ou presque associée à un grand nom de la piraterie de l'ancienne génération. Cela a commencé entre ce dernier et Barbe Blanche, présent dans le chapitre 234. Même scénario au moment de son apparition sur Marineford, avec la présence de ce dernier. Ou encore lorsque l'on parle simplement de lui. J'en veux pour preuve le chapitre 506 lorsque Rayleigh évoque sa rencontre avec Shanks alors présent sur l'île de Sabaody. On peut sortir plusieurs exemples associés à Shanks dans le même style. Garp qui parle des 4 empereurs où Shanks est associé aux 3 autres grands pirates de sa génération, ou presque. Le passé d'Oden, où l'on voit Shanks présent avec Roger et tous les autres grands pirates de son équipage, son mini-duel avec Barbe Blanche, bref, chaque fois ou presque qu'il est question de Shanks, on a un grand nom de la piraterie de l'ancienne génération qui y est associé à ce dernier. De ce fait, il n'est pas à exclure que Scopper Gaban se trouve sur Erbaf de par la présence de ce dernier.
Il est même pas exclu qu'il ait fait escale sur Elbaf pour le rencontrer et lui parler de Luffy de la même façon qu'il l'a fait avec Rayleigh. Comme je vous l'ai dit au cours de la première théorie, le personnage en question a un design qui fait relativement penser à celui des guerriers vikings, surtout en corrélation avec ses armes qu'il utilise, à savoir des haches. Mais alors, la question qui serait dans quelle situation et contexte pourrait-on avoir l'apparition de Scooper Gaban au sein de l'arc d'Elbaf? Bien les amis, à présent je vais vous poser une petite question. Au moment de la rencontre entre Silver Rayleigh et l'équipage de Luffy, quel était le rôle principal de ce dernier? Revêtir le Sunny afin que l'équipage puisse aller sur l'île des hommes poissons, ce n'est pas une mauvaise réponse en soi. Néanmoins, Eiichiro Oda a attribué un rôle bien plus important à Rayleigh, celui de superviser l'entraînement de Luffy afin que ce dernier puisse gagner en puissance. Et si on suit cette même dynamique, on pourrait avoir une similitude entre Rayleigh et Scooper Gaban, car Scooper Gaban pourrait bien être le personnage qui superviserait le second entraînement des Mugiwara sur Elbaf en vue de leur faire acquérir plus de puissance pour leur combat qui se profile à l'horizon. Un combat contre les pirates de Barbe Noire, l'inévitable affrontement qu'il y aura entre notre équipage favori et les hauts gradés de la Terre Sainte, je veux bien sûr parler du Gorosei ainsi qu'Imu, sans oublier les plus hauts gradés de la marine tels qu'Akainu qui n'est pas encore entré en action. Bien sûr, dans les faits, certains Mugiwara n'ont pas besoin d'accroître leur puissance par rapport à ceux qu'ils ont actuellement. Je pense naturellement à Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei ou encore Robin qui ont déjà de base un niveau de puissance extrêmement élevé. Mais ce n'est pas le cas de tous les membres de l'équipage. En l'occurrence, ici, je veux parler de Nami et Usopp qui sont un peu à la traîne par rapport à ces cinq-là. Le second entraînement permettrait à ces deux personnages d'accroître leur puissance et leur permettre de développer leurs acquis respectifs. Nous savons déjà qu'Usopp possède les aptitudes de l'acquis de l'observation, néanmoins, il ne l'a exploité que très rarement. Il l'a exploité une fois dans l'arc de Dressrosa et dans des films annexes. Je veux bien sûr parler du film One Piece Z et du film One Piece Red. Mis à part ça, on n'a absolument plus vu la compétence du acquis de l'observation d'Usopp. Pour ce qui est de Nami, c'est un cas encore plus complexe qu'Usopp parce qu'à aucun moment elle nous a montré qu'elle pouvait maîtriser le acquis de quelque façon que ce soit. Or, lorsque l'on regarde la dynamique autour de l'équipage de Luffy, notamment entre ce que j'appellerais l'équipage primaire et l'équipage secondaire, l'équipage primaire qui est à nos côtés depuis le début de l'œuvre, puis ensuite l'équipage secondaire qui nous a rejoints à partir de l'entrée de Grand Line. On peut observer que l'équipage primaire sont tous, à l'exception de Nami, des utilisateurs du Haki. Et qu'aucun de l'équipage secondaire ne maîtrise le Haki à l'exception de Jinbei qui était, avant même la création de l'équipage de Luffy, un grand pirate. C'est pour ça que le cas de Jinbei sera pour ainsi dire un cas mis à part. Ça serait l'occasion pour Eiichiro Oda de développer ces deux personnages et leurs puissances respectives. Parce que, actuellement, ce sont les deux personnages les plus faibles de l'équipe. De plus, on sait que l'arc d'Elbaf va être un arc extrêmement focalisé sur le personnage d'Usopp. Allez savoir, peut-être que ce dernier va manger un fruit du démon, peut-être qu'il va développer de manière exponentielle son haki, à l'image de ce que nous avons eu avec d'autres personnages, d'autres Mugiwara précédemment. Robin pour Enies Lobby, Brook pour Thriller Bark, ou encore Sanji pour Whole Cake Island.
Je vous rappelle que l'objectif de ce dernier est de devenir un fier guerrier des océans. Ce scénario permettrait de créer une dynamique similaire qu'on pourrait observer entre le second de l'équipage de Roger et Skipper Gaban qui auraient tous deux aidé l'équipage des Mugiwara à gagner en puissance. De plus, pour avaliser les progrès de l'équipage, il serait intéressant de voir un match de groupe où on aurait l'équipage de Luffy qui affronterait Skipper Gaban pour que ce dernier valide qu'ils ont acquis plus de puissance que lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. On aurait ainsi un schéma similaire au film One Piece Stampede où on a eu l'ensemble des supernovas ainsi que la Dream Team Luffy, Hancock, Sabo, Law et Smoker qui ont affronté Douglas Belette et qui lui aussi faisait partie des membres de l'équipage du Roi des Pirates. Ah oui, il y avait aussi Baggy dans l'histoire. Faudrait éviter que je l'oublie celui-là, parce que j'ai tendance à l'oublier systématiquement parlant. Sauf que dans ce cas, on aurait les Mugiwara contre Skipper Gaban. La deuxième théorie focalisée sur l'entraînement de Skipper Gaban sur l'équipage des Mugiwara étant à présent terminée, nous allons enchaîner avec la troisième et dernière théorie de notre vidéo centralisée sur ce qui pourrait se produire dans l'arc d'Elbaf. Durant l'arc d'Elbaf, tôt ou tard, il y aura forcément l'apparition d'un personnage qui nous a été évoqué au cours de l'arc de Whole Cake Island. Plus précisément, au chapitre 858 où Chiffon nous parla du mariage arrangé entre Lola, l'une des filles de Big Mom, et un certain personnage, prince d'un certain royaume. Son nom, Loki. Il n'est pas à exclure que durant l'arc d'Elbaf, nous ayons affaire à un scénario similaire à ce que nous avons déjà vécu au cours des arcs de Thriller Bark et Whole Cake Island. Alors je vous le demande, quels événements ont en commun ces deux arcs pourtant bien différents l'un de l'autre? Le principe du mariage arrangé. Oui, je suis tout à fait sérieux. Au cours de ces deux arcs, Oda a mis l'accent sur le côté lié au mariage présent dans chacun des arcs. D'un côté, dans Thriller Bark, nous avions Nami qui a été kidnappée par Absalom pour en faire son épouse sur le principe d'un pseudo-mariage arrangé que l'on peut observer dans le chapitre 461. Puis au cours de l'arc de Whole Cake Island, avec le mariage arrangé entre Sanji et Pudding afin de sceller l'alliance entre les pirates de Big Mom et le Germa Double Six. À côté de cela, il y a également le parallèle qui fait écho au mariage arrangé que nous raconte Chiffon concernant Lola et le prince Loki. Ça plus ça plus ça fait qu'Eiichiro Oda pourrait mettre en avant ce genre de situation quand l'occasion se présentera. Alors là, normalement, vous êtes en train de vous demander dans quel cas on pourrait avoir ce genre de situation à Elbaf. Imaginons un instant qu'il y ait une possible alliance entre les pirates de Luffy et le peuple des géants. Dans la tradition des tribus nordiques, en l'occurrence ici le peuple des géants d'Elbaf, faisant directement écho au peuple des Vikings, il est coutume, lorsqu'on lieu des alliances entre différentes tribus, différents peuples, d'opérer un mariage arrangé pour fixer des alliances entre deux tribus, deux peuples. Ici, on pourrait avoir le même schéma afin de sceller l'alliance entre l'équipage de Luffy et le peuple des géants. À présent les amis, une question demeure. Des deux femmes de l'équipage de Luffy, qui de ces deux personnages pourraient prétendre être candidates au titre de ce fameux mariage arrangé en vue de sceller l'alliance des pirates de l'équipage au chapeau de paille et du peuple des géants? Nami ou Robin?
Dans le cadre de cette théorie, Robin serait un choix tout à fait logique et justifié. Autre coutume dans la tradition des peuples nordiques, c'est d'accorder énormément d'importance à la force, la puissance de chaque individu. Pour ainsi dire, dans ces tribus, la force est considérée comme un critère de beauté. Oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression que je fais aussi référence au peuple d'Amazolili. Rappelez-vous, c'est au chapitre 515 qu'Oda nous apprend à travers le narrateur qu'au regard du peuple d'Amazolili, la force est un critère de beauté. Alors pourquoi Robin plutôt que Nami? La réponse tombe sous le sens. C'est parce que Robin est plus puissante, plus forte actuellement que ne l'est Nami. Oui, je sais, c'est un coup dur pour les pro-Nami, mais c'est malheureusement la triste réalité. J'en veux pour preuve la prime qu'elles ont chacune sur leur tête. Dans la hiérarchie des primes, au sein de l'équipage des pirates au chapeau de paille, Nami n'est placée qu'à l'avant-dernière place avec ses 366 millions de berries, tandis que Robin, elle, possède une prime de 930 millions de berries et se classe à la 5e position. Et là, les amis, on parle des primes qui n'ont pas été mises à jour suite aux événements survenus sur Egghead. Personnellement, s'il doit y avoir une mise à jour suite à ces fameux événements, je pense qu'il y aura une mise à jour en matière de primes qui sera plus accrue sur le personnage de Nami que sur le personnage de Robin, de par le fait que Nami ait été beaucoup plus présente au combat que ne l'était Robin à cause de ses blessures. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Bref, à présent nous allons pouvoir revenir sur le sujet de notre vidéo. D'un côté comme de l'autre, Robin est plus puissante que Nami ne l'est et c'est incontestable. Et cet aspect-là pourrait favoriser un mariage arrangé entre l'archéologue de l'équipage et le prince du royaume d'Erbaf dans le cadre d'une possible alliance. À cet instant, certaines personnes pourraient me dire « Oui, ok Boost, mais ta théorie se focalise sur un mariage d'un géant de 63 ans qui se marierait avec Robin qui n'a que 31 ans. » Mais les amis, faites attention à la situation parce que là, on parle d'un géant et un géant uniquement. Or, c'est au chapitre 866 que nous apprenons que l'âge maximal connu à ce jour pour un géant est de 345 ans. Bien sûr, nous savions déjà cela par rapport à Dory qui nous avait déjà expliqué le sujet lors de l'arc de Little Garden. En comparaison, si on part du principe qu'un être humain en règle générale vivrait aux alentours de 100 ans et qu'un géant en moyenne vit 300 ans, si on convertissait les 63 ans de Loki en âge humain, eh bien le personnage aurait à peine plus de 20 ans. Dans ce cas-là, qu'une personne de 31 ans se marierait avec une personne d'un âge approximatif de 20 ans ne me surprendrait pas du tout. Bien sûr, dans le cas où cette théorie serait exacte, il est évident que le mariage arrangé serait interrompu. Dans quelles circonstances? Ça, on ne le sait pas. Néanmoins, il serait interrompu. Ça, c'est une certitude. De plus, cette théorie qui peut être plausible dans certaines conditions pourrait permettre aux pro-Robin de voir leur dulcinée en belle robe de mariée et ça, j'en suis sûr et certain que ça ne serait pas pour leur déplaire. Alors, de qui viendrait cette idée de mariage arrangé pour que cette pseudo-alliance entre l'équipage pirate et le peuple des géants ait lieu? Gardons à l'esprit que dans le cadre de cette théorie, on parle de Loki et Loki n'est qu'un prince. Le prince. Il n'est pas le roi du peuple des géants et cette fameuse idée pourrait venir du roi en question. Un mystérieux personnage dont on ne connaît absolument rien à l'heure actuelle et qui pourrait être très prochainement révélé au cours du prochain arc.
On aurait ainsi donc la même dynamique de base que sur Whole Cake Island, mais on remplacerait Big Mom par le roi d'Erbaf, Sanji et Pudding par le couple des jeunes mariés ici, Loki et Robin, et ceux qui essaient de la délivrer, l'équipage de Luffy et quelques géants dont feront probablement partie Dory, Borogi et Aguar di Saoro. Bon, et ben voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.